je vous passe le commentaire sur la diapositive rouge que vous connaissez et j'en arrive directement à mon sujet. D'abord pour rappeler que les rapports entre le Parti communiste français, l'humanité et le cinéma, c'est un domaine de recherche très bien étudié. Il y a une grosse bibliographie sur le sujet. Je vous ai mis juste quelques bouquins de référence assez connus au tableau. Mais en gros, en ayant pris ce sujet, je me suis dit très vite, je n'ai rien à apprendre aux gens qui ont fait des thèses de doctorat sur le sujet. Et donc, tout l'enjeu de ma communication, l'objet de ma communication, c'est est-ce qu'avec nos bricolages Numa Press, on peut essayer d'apporter quelque chose à des gens qui sont les spécialistes du sujet. Voilà, c'est un petit peu mon deal, si vous voulez, c'est de vous proposer quelques idées pour voir s'il y a encore de la matière que l'on peut apporter. Alors, peut-être juste pour synthétiser un petit peu ce que j'ai pu observer dans l'historiographie, on peut dire au fond qu'il y a, concernant l'humanité et le cinéma, trois grands axes et une constante. Les grands axes, c'est d'une part, il y a des études classiques du monde de la presse, et l'Humanité est un journal bien connu. Il y a notamment tout un bouquin dirigé par Claude Pentier, spécialiste du monde communiste, et Christian Delporte, spécialiste de la presse, sur l'Humanité, qui a été publié en 2004. Il y a plein d'études, il y a plein d'études sur le cinéma militant qui existent. J'en ai rappelé une dans la bibliographie. Et il y a aussi dans la critique cinématographique de très nombreuses études sur les critiques de l'humanité, en particulier les deux grands noms sur lesquels on reviendra, que sont Moussinac et Sadoul. Et il y a aussi, de manière intéressante, un privilège donné au rapport entre le monde communiste français et le cinéma après la Deuxième Guerre mondiale, probablement pour des raisons de source, alors que l'entre-deux-guerres est finalement un petit peu moins connu, peut-être. Et enfin, il y a une constante, me semble-t-il, aussi bien dans les études sur la presse que dans les études sur le cinéma communiste, c'est d'adopter une chronologie qui est essentiellement liée aux grandes phases du monde politique, c'est-à-dire au fond les différentes lignes politiques successives du PCF, classe contre classe, la période du Front populaire, la période stalinienne, l'ouverture du Congrès d'Argenteuil et des choses comme ça. Donc une chronologie essentiellement politique. Donc au fond, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'écarter de ces tendances-là et de faire au moins trois petits constats qui vont un peu guider ma réflexion. D'une part, que les gens qui ont travaillé sur l'humanité ont travaillé sur l'humanité de manière monographique, principalement, qu'il y a donc très peu d'études comparées entre l'humanité et les autres journaux. Au fond, que dit l'humanité dans le champ des journaux de l'époque? Voilà. Question, me semble-t-il, sur laquelle je n'ai pas trouvé beaucoup de bibliographie. J'ai vu peu d'études de longue durée sur des thèmes ou des pratiques communistes importantes. Donc comment est-ce qu'on suit le fil au fond, qu'est-ce qui est constant dans l'humanité versus qu'est-ce qui s'indexe sur les ruptures des lignes politiques. Et au fond, moi, ce qui m'a davantage intéressé, c'était justement les phénomènes de longue durée et pas les phénomènes de rupture. Et enfin, j'ai vu peu d'études sur la place du cinéma dans l'économie même du journal. Au fond, où se situe le cinéma dans le journal? Et c'est aussi une question qui m'a intéressé. Alors, pour pouvoir travailler, il faut faire quand même trois petites remarques initiales. D'une part, que l'humanité est numérisée jusqu'en 1948 et que l'OCR est plutôt de qualité variable, ça veut dire assez médiocre parfois, et que donc il y a beaucoup d'erreurs ou en tout cas des choses qui sont un peu imprécises. On peut avoir raté un certain nombre d'informations pour des raisons de médiocre qualité d'océrisation. Deuxième remarque très importante, l'humanité n'est pas toute la presse communiste. Et il y a manifestement des phénomènes de répartition de rôles. Il y a des journaux communistes spécialisés, notamment dans le domaine du cinéma. C'est la revue Regard, de 1932 à 1939, puis après la Deuxième Guerre mondiale, ou la revue L'Écran français. Et ce sont évidemment des journaux beaucoup plus culturels, dans lesquels on a pour une part les mêmes critiques, mais des choses beaucoup plus approfondies. Et cela, j'en ai pas du tout tenu compte.
Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le journal quotidien adressé à tout le monde pour des non-spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Dans le dialogue avec Pierre Carle, le modèle qui avait été fait pour le matin, qu'on a essayé de refaire un petit peu sur l'humanité, il ne marche pas très facilement, et donc Pierre Carle expliquera, si vous le souhaitez, de manière technique, comment il a refait une espèce de sélection à l'intérieur du modèle, de façon à pouvoir identifier des séquences très cinéma dans le journal. Donc on a un certain nombre de séquences, j'en ai juste gardé 5 ici, donc vous avez les dates et la manière dont on les a produites. Je ne suis pas capable de l'expliquer vraiment, mais ça on peut y revenir tout à l'heure. Alors ce qui m'a très, très fort intéressé, c'est que le premier terme, le premier article au fond qui vient en tête de ce tableau, en fait, ne concerne pas le cinéma. C'est un faux ami. Hein. C'est un congrès du PC. Mais il y a toutes sortes de termes sur le mode, par exemple, de la polémique, des rôles, des acteurs, qui font penser que le programme informatique a cru que c'était du cinéma. Par contre, les 4 suivants sont extrêmement intéressants parce qu'ils ne concernent pas tellement la critique cinématographique d'un film, mais qu'ils sont de véritables prises de position du journal L'Humain à propos de phénomènes cinématographiques. Donc, un article sur les acteurs qui se dressent contre les producteurs hollywoodiens, un deuxième article sur le cinéma bourgeois versus le cinéma soviétique, un troisième article de Joris Ivens sur la fascisation, le fascisme et le cinéma, et un quatrième sur le cinéma russe avant la Révolution. Et donc, de manière tout à fait intéressante, le modèle proposé par Pierre Carle met parfaitement en évidence un certain nombre de textes sur le cinéma, mais de textes sur le cinéma qui sont très spécifiquement des textes humanité, c'est-à-dire non pas des critiques de films, mais des interventions du journal à propos du monde du cinéma, et notamment des conflits sociaux dans le monde ou idéologiques dans le monde du cinéma. Alors voilà, ça c'est un constat assez intéressant. Je vous en donne juste l'exemple du premier. Voilà, c'est un article de David Platt, qui est un syndicaliste américain, et qui a trait aux relations sociales difficiles à Hollywood entre les techniciens et les producteurs. Par ailleurs, l'Humanité a une chronique hebdomadaire, plus ou moins hebdomadaire, une présence hebdomadaire du cinéma comme la plupart des autres journaux, et on pourrait en dire des choses du point de vue du détail, mais au fond, ça ne m'intéresse pas. On peut dire que l'Humanité, le lecteur de l'Humanité de l'entre-deux-guerres, trouve dans son journal à peu près l'équivalent de ce qu'on peut trouver dans les autres journaux en termes de périodisation. Alors, est-ce que pour autant, il trouve les mêmes contenus, les mêmes résultats? Alors voilà quelques suggestions d'analyse comparative. D'abord, j'ai pris un cinéaste américain, voilà, Howard Hawke, et j'ai essayé de le comparer, les mentions d'Howard Hawke dans l'Humanité et dans le Figaro. Alors c'est très intéressant, on voit qu'il y a 3 mentions de Hawke dans l'Humanité, aucune dans le Figaro. C'est très que je veux dire aucune d'un point de vue rédactionnel. Il y a évidemment des films mentionnés comme étant montrés dans tel ou tel cinéma. Mais en termes rédactionnels, le Figaro, il ne connaît pas. L'Humanité, bien. Et non seulement l'Humanité connaît, mais en 1936, on trouve une analyse assez détaillée de Ville sans loi qui est à la fois extrêmement positive sur les qualités du film, ses qualités proprement cinématographiques, disant il y a des passages qui sont par lui les plus beaux morceaux du cinéma mondial. On est dans la critique j'y reviendrai sur ce critique, d'un homme informé qui connaît bien le cinéma, et qui en même temps, de manière intéressante, dit oui mais il ne faut pas oublier tel type de répression que l'on voit dans le film, de personnages qui sont valorisés par les héros du film, ben, ce sont aussi des gens qui sont les agresseurs des manifestations ouvrières. C'est-à-dire, au fond, on a une lecture sociale, presque sociologique, du film. Donc, pas seulement une critique interne d'analyse du cinéma, mais une critique idéologique
qui vient se mettre très très rapidement. Et donc on constate dans l'humanité, j'y reviendrai encore, une espèce d'ouverture, me semble-t-il assez inattendue, au cinéma américain et pas au cinéma forcément le plus facile. Ce système de mêler critique cinématographique et critique sociale est assez systématique. Alors, je donne juste un autre exemple un peu pris par hasard. C'est un des rares films américains réalisés d'après un roman français. Alors, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'aller regarder. C'est donc l'adaptation par Clarence Brown de Vol de nuit de Saint-Exupéry en 1933. Et j'ai comparé là trois journaux, Comédia, l'Action française et l'Humanité. C'est très intéressant de voir que les discours sont extrêmement différents. L'Action française déteste. Elle trouve que ce film est ignoble, que les gens jouent mal. Bref, les Américains se sont emparés d'un auteur français, c'est un scandale. Rien n'est bon. Comédia adore. Trouve que voilà, les avions sont merveilleux, c'est un film dynamique, on se croit dans un avion, c'est formidable. Bon. Et l'Humanité, discours très nuancé, assez intelligent, en disant voilà, d'un côté, c'est un film qui n'est pas mauvais, qui a les mérites d'être une espèce de reporter ou de documentage, et il le traite presque comme un film de non-fiction, ce qui est assez intéressant comme point de vue. Et d'un autre côté, ils disent, ben voilà, il faut lire ce film aussi par rapport à ce qu'est aujourd'hui l'aviation commerciale et à des enjeux économiques liés à l'aviation. Donc encore une fois, c'est ce même discours qui n'est pas purement esthétique, pas purement cinématographique, mais qui mêle habilement les deux. Et il me semble qu'il y a là une orientation discursive de l'humanité que ces éléments comparatistes permettent de mettre assez bien en évidence. Alors un deuxième axe qu'on peut proposer, c'est la question des ciné-clubs. Vous savez que les ciné-clubs ont été, en tout cas dans les années 28-29, un des fers de lance de la politique communiste en matière cinématographique, d'une part parce que c'était le relais des films soviétiques, d'une part, qui ne pouvaient pas être projetés dans le cinéma commercial, et donc le fait de faire des ciné-clubs permettait de contourner toute forme de censure. Seuls les membres d'un club privé pouvaient voir les films, mais vous faisiez membre au moment où vous entriez dans la salle. C'était donc assez habile. Ces ciné-clubs-là ont d'ailleurs été interdits un peu après. Et alors là aussi, je pense que l'étude globale de presse est assez intéressante, d'une part parce que un des ciné-clubs les plus importants de l'époque, en 1928, c'est les Amis de Spartacus. Bon, comme leur nom l'indique, c'est un ciné-club très communiste. Mais si on regarde un petit peu la diffusion du syntagme Amis de Spartacus dans la presse de l'époque, on voit que la presse nationale, de manière générale, en parle très peu, des mentions très rares, et que les deux journaux qui en parlent le plus, c'est l'Humanité, bien entendu, mais aussi la Dépêche de l'Aube, qui est un quotidien communiste régional. Et ça, c'est intéressant parce que quand on lit les textes ou les articles sur les Amis de Spartacus, on en fait toujours un phénomène très parisien ou très grande banlieue parisienne. Et le fait de voir ce ciné-club relayé à ce point dans un des rares journaux communistes régionaux qui a été numérisé, me paraît un phénomène extrêmement notable. Et enfin, ce ciné-club-là est évidemment intéressant aussi parce que c'est un angle de vue sur le débat politique à propos des films russes de l'époque et de la politique communiste en matière de cinéma. Je vous livre juste le commentaire de l'Action française. La meilleure attitude à prendre vis-à-vis des ciné-clubs n'est-elle pas la violence, le seul argument envers un public composé en majorité de snobs, d'imbéciles et de vantards? Donc, allons brûler les ciné-clubs communistes. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de bagarres comme celle-là. Et donc, c'est très intéressant de prendre ce syntagme ciné-club et de voir comment l'ensemble de la presse idéologique s'organise ou prend position par rapport à eux. En même temps, par rapport à tout le discours sur les ciné-clubs que l'on retrouve dans la bibliographie sur le cinéma et communisme, on a un petit peu l'impression, en lisant cette bibliographie, qu'au fond, il n'y a de ciné-club que rouge.
Alors, c'est intéressant de reprendre le mot ciné-club sur l'ensemble de la presse et de constater que là, le Figaro a plus de mentions du concept de ciné-club que l'Humanité. Et donc, on a là un élément de relativisation du discours communiste sur les ciné-clubs. J'ai fait, par exemple, l'analyse pour les années 1928-1930. Les mentions de ciné-club, il y en a 66 dans Comédia, 24 dans l'Intransigeant et 8 dans l'Humanité. C'est évidemment après la période Spartacus. Voilà. Ça veut dire à la fois que le phénomène ciné-club est très intéressant, mais que l'analyse communiste du ciné-club est peut-être un petit peu réductrice ou un petit peu trop orientée. On trouve aussi d'ailleurs le mot ciné-club en dehors de commentaires sur le cinéma, et c'est évidemment toute la difficulté des analyses larges. Un tout petit exemple, les étudiants font grève parce qu'ils ont de la mauvaise nourriture, mais parmi leurs revendications, il y a les salles de fête sont trop chères et les ciné-clubs ne peuvent pas apparaître. Et le mot ciné-club apparaît là. C'est évidemment une apparition du mot dans un contexte qui en change fortement le sens. Alors, une autre manière aussi d'interroger le monde du cinéma dans l'humanité par le biais des humanités numériques, j'ai eu l'attention attirée par 2 articles de l'Humanité. Un premier dans lequel on compare le cinéma bourgeois et le cinéma soviétique, un autre dans lequel on compare le cinéma européen et le cinéma américain. Et on avait déjà un petit peu évoqué à la journée d'études qu'on a faite il y a quelques semaines l'importance de ce syntagme des cinémas nationaux, le cinéma français, le cinéma soviétique, le cinéma américain. Et je me suis dit, bon voilà, on va essayer de prendre ces syntagmes et de voir un peu ce que ça donne sur l'ensemble de la presse. Alors là, j'ai pris toute la presse de l'entre-deux-guerres avec les concepts, avec les syntagmes cinéma français, cinéma soviétique et cinéma américain. Alors évidemment, vu de loin, les schémas sont très trompeurs parce qu'il faut tenir compte du nombre d'articles qui sont écrits évidemment ici, et le nombre d'articles concernant le cinéma français est évidemment beaucoup plus important que le nombre d'articles sur le cinéma américain et le cinéma soviétique. Il n'empêche que la comparaison entre ces 2 syntagmes, cinéma soviétique et cinéma américain, est assez intéressante parce que ça vous donne, et je n'ai vu ça nulle part dans les histoires du cinéma, des espèces de grandes périodisations sur des pointes discursives. On en parle beaucoup à tel moment, et vous constatez qu'il y a des phénomènes d'écart qui sont quand même très intéressants entre le moment où on parle le plus de cinéma américain et le moment où on parle le plus de cinéma soviétique. Je trouve que ces 2 schémas sont intéressants. Alors, que devient l'humanité dans ces discussions ? Ce qu'on voit, c'est que l'humanité, en 1929, sur le concept de cinéma soviétique, sur le syntagme de cinéma soviétique, dans l'ensemble de la presse, il y a 30 articles, dont 16 dans l'Humanité. Au moment où il y a le maximum d'articles, il y en a 138 au même moment, on est en 1937, c'est le pic du syntagme cinéma soviétique. Sur ces 138 articles, 15 dans Comédia, 38 dans l'Humanité et 14 dans Regard. Et donc, on voit très clairement à quel point les journaux communistes ont été le relais de la popularisation du syntagme cinéma soviétique dans la presse française. Ce schéma est incontestable. Par contre, de manière intéressante, et l'exemple de Howard Hawks le suggérait tout à l'heure, le concept de cinéma américain est loin d'être critiqué dans l'Humanité, loin de ne pas apparaître. C'est le mot cinéma commercial qui est plutôt critiqué, plutôt que cinéma américain. Et ça nous renvoie évidemment au fait qu'à l'époque, Hollywood est loin de représenter la pensée de droite aux États-Unis, que la guerre froide n'a pas encore commencé et qu'on est évidemment dans un monde qui précède de très loin Yalta. Et donc effectivement, la représentation de l'Amérique et d'une certaine Amérique progressiste dans l'Humanité est tout à fait prévisible et tout à fait positive. Or, à ma connaissance, il n'y a aucune étude spécialisée sur le cinéma américain dans le monde communiste français.
alors que c'est quand même un enjeu qui est bien suggéré ici et qui est intéressant. Alors, quelques autres suggestions. Il y a des grands critiques, on les connaît bien. Les deux grands critiques les plus étudiés de l'humanité, c'est Léon Moussinac et Georges Sadoul. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a l'habitude, et quand vous lisez la critique sur les gens qui ont écrit sur Moussinac et Sadoul, on les oppose d'un point de vue idéologique. Pour résumer cela de manière très simple, on peut dire que Moussinac est plutôt un spécialiste de cinéma très ouvert à toute forme d'avant-garde, même s'il écrit dans un journal qui se méfie d'un certain nombre d'avant-gardismes. C'est la citation de gauche. Et Sadoul est plutôt perçu comme un critique, je vais le dire à la très grosse louche, mais plutôt dogmatique et plutôt stalinien, du moins dans la période de l'avant-guerre. Mais alors, ce qui est intéressant dans le schéma que vous voyez ici, c'est j'ai pris ces deux noms et j'ai regardé leur fréquence et leur répartition dans l'ensemble de la presse française de l'entre-deux-guerres. Et c'est très intéressant de voir que leur trajectoire est totalement différente. Et quand vous allez regarder ça de près, leur surface sociale est profondément différente aussi. Et là aussi, l'outil numérique est très intéressant. On voit qu'il y a au moment où ils sont le plus... Enfin, si on prend les pics, si vous voulez, les pics, donc les deux périodes où on en parle le plus, Sadoul, en 1937, c'est le moment où il apparaît le plus. Il y a 84 mentions de lui dans la presse française, mais toutes ces mentions, c'est dans Regard, l'Humanité et Ce Soir, c'est-à-dire uniquement dans la presse communiste. Tandis que Moussinac, en 1935, moment du pic, il apparaît dans Regard, dans l'Humanité, dans Ce Soir, mais aussi dans Marianne, qui est quand même plus libéral et plus ouvert, dans L'Œuvre, dans Comédia, dans Le Petit Journal et dans plein d'autres. Et donc voilà une manière aussi de penser ces critiques communistes de manière, je crois, un petit peu originale par rapport à leur surface de diffusion dans la presse de l'époque. Le dépouillement permet aussi de découvrir d'autres critiques sur lesquelles, à ma connaissance, il y a relativement peu d'études. Et il y a d'autres critiques que ces deux-là dans la presse communiste. En particulier, un certain Louis Chéronnet, qui a beaucoup publié. On trouve beaucoup d'articles de lui qui sont de qualité. Et là aussi, si vous mettez Chéronnet sur l'ensemble de la presse française de l'entre-deux-guerres, vous constatez qu'en fait, c'est d'abord un collaborateur de l'Intransigeant, avant de devenir un collaborateur de Ce Soir et de l'Humanité. Alors, du point de vue du parcours, c'est évidemment intéressant, mais ça nous fait penser aussi, vous vous rappellerez, il y a quelques instants, je vous ai dit, les ciné-clubs, on les trouve dans l'Intransigeant et dans l'Humanité de manière en nombre très important. Et donc, il y a là probablement des sensibilités à des formes d'ouverture et d'avant-gardisme dans des journaux que l'on ne soupçonne pas forcément d'être sympathiques à cela. L'autre grand critique très intéressant, je trouve, et je n'ai pas trouvé d'études sur lui, mais bon, vous en connaissez peut-être, c'est Émile Cercan, journaliste à l'Humanité, critique de films, reconnu, membre du prix Louis Deluc en 1937, grand amateur de jazz, critique de disques aussi, qui finira sa carrière de journaliste à France Soir et comme compagnon d'Henri Nizan, et qui est vraiment un remarquable critique, à la fois très polémique, très ouvert, et là aussi donnant dans l'Humanité une vision de certains films assez différente de la vision que l'on peut trouver dans d'autres journaux. Alors, j'ai presque terminé, mais alors quelques autres pistes encore. Ce que j'ai essayé de voir, c'est que deviennent des cinéastes que l'on associe au monde communiste dans la presse. Alors, j'ai pris deux exemples. L'exemple de Jean Vigo, évidemment, on ne peut pas ne pas y penser. Il est très clair que Jean Vigo est un cinéaste qui a une place dans la presse communiste beaucoup plus importante que la place qu'il a dans l'ensemble des autres journaux. 16 mentions dans l'Humanité, 4 dans Le Matin. Et encore dans Le Matin, c'est parce qu'il apparaît sous la description d'une actrice qui s'appelle Dita Parlo. Joris Ivens, grand cinéaste communiste,
15 mentions dans l'Humanité, 4 dans Le Matin. Et là aussi, on voit bien que l'Humanité joue un rôle de support des artistes et des cinéastes qui lui sont le plus proches. Je passe là-dessus. En ce qui concerne le cinéma soviétique, là aussi, il y a un phénomène de relais qui est très fort, qui est bien connu, et qu'on peut repérer à travers une série de noms propres. Alors, par exemple, quelqu'un comme Avdenko, c'est un scénariste essentiellement, quelqu'un comme Kouletchov, si vous comparez, Avdenko, 40 mentions dans la presse française, dont 25 dans l'Humanité et 10 dans Regard, 5 ailleurs. Donc, vous voyez, c'est la presse communiste qui le valorise et qui le connaît. Kouletchov, 12 mentions pertinentes, c'est-à-dire avec de la critique et pas seulement un film qui est projeté quelque part, dont 9 dans l'Humanité. Le cas d'Eisenstein est plus compliqué et plus intéressant, parce qu'Eisenstein, lui, manifestement, il a franchi le cercle communiste pour devenir un cinéaste reconnu. Alors voilà le graphique de l'ensemble des manifestations du nom d'Eisenstein dans la presse française de l'entre-deux-guerres. Alors si on va regarder l'année la plus haute et l'année la plus basse, qu'est-ce qu'on constate? L'année la plus basse, 34 mentions rédactionnelles, 6 dans l'Humanité, 5 dans Comédia, donc l'Humanité ne se distingue pas particulièrement. Si on regarde l'année la plus haute, en 1931, 39 mentions d'Eisenstein, 6 dans l'Humanité et 7 dans l'Intransigeant. Donc là encore, l'idée que ce soit l'Humanité le vecteur de la notoriété d'Eisenstein en France dans l'entre-deux-guerres, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment là une manière aussi de pouvoir opposer les différents cinéastes soviétiques et montrer leur réseau de diffusion, je crois, de façon un tout petit peu originale par rapport à ce que j'ai pu lire sur le cinéma, la critique cinématographique communiste. Donc, je termine sous une forme très, très rapide. D'une part, pour dire que le modèle proposé par Pierre Carle permet effectivement de repérer des articles pertinents et que l'analyse de ces articles pertinents permet de dessiner une forme de modèle, une forme d'originalité peut-être du discours critique communiste qui mêle à la fois cinéphilie, une certaine qualité d'être sur le coup des bons films nouveaux, et en même temps un discours où les informations sociales et politiques se mêlent au discours cinéphilique. Je constate aussi, ça je vous l'ai déjà dit au fond, une bonne couverture des différents cinémas nationaux, intérêt pour l'URSS, mais aussi pour les États-Unis, et ça je vous l'ai déjà dit. Et enfin, et surtout dans la période Front populaire, l'importance d'autres critiques que ceux dont on parle toujours, Moussinak et Sadoul, et probablement une étude à faire sur l'ensemble des participants de la rubrique cinéma dans l'Humanité, qui, à ma connaissance, n'a pas été faite. Voilà ce que je voulais vous suggérer.